Bonsoir Monsieur Sarr. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tous de blanc vêtus, tous les deux, donc en ce 1er mai, pacifique donc, où le nouveau pacte de stabilité sociale donc, a été élaboré et signé par les parties prenantes. D'abord, avant de parler de l'éducation, qui est votre domaine respectif, quelle appréciation avez-vous de l'environnement du travail au Sénégal? Écoutez, on ne peut pas donner une appréciation générale. Oui. Parce que d'un secteur à l'autre, eh bien, ça peut varier. Alors, peut-être que nous, l'environnement que nous connaissons le mieux, c'est celui donc de l'éducation. Oui. Encore que, par la presse, il nous arrive de glaner des informations donc dans certains secteurs. Oui, mais vous avez dernièrement le pouls du climat social. Oui, mais c'est justement là que je voulais en venir. Tout le monde le sait. Dernièrement, ce qui caractérise en fait cet environnement, c'est le licenciement de beaucoup d'agents dans nombre donc de sociétés. Et tout à l'heure d'ailleurs à la cérémonie à laquelle nous étions tous les deux, eh bien quasiment tous les secrétaires généraux de centrales qui ont eu à prendre la parole, mais se sont prononcés pour la réintégration de ces travailleurs-là, donc licenciés. Donc de ce point de vue-là, nous pensons qu'il faudrait effectivement que l'on examine la situation de ces travailleurs de manière en tout cas à éviter de créer en tout cas donc des problèmes. Ouais, et le ministre Abass Fall a d'ailleurs pris l'engagement de réintégrer ces travailleurs qui ont perdu leur emploi. Doudou Dieng, comment appréciez-vous ce pouls du climat social au Sénégal? Bon, merci beaucoup. Généralement, je dis que c'est quand même acceptable et quand même et ça me permet d'ailleurs de remercier, n'est-ce pas, les syndicalistes, les centrales syndicales et tout cela, parce que quand même ils ont eu l'aimabilité, la compréhension, n'est-ce pas, pour pouvoir accompagner le gouvernement. Vous savez que lorsque les nouvelles autorités ont pris le pouvoir, il y a une situation extrêmement compliquée qu'on a trouvée sur place, et nous était leur compréhension, leur accompagnement aujourd'hui, n'est-ce pas, le secteur serait en évolution. Donc je pense que c'est tout heureux quand même de leur part d'avoir cette compréhension, cet accompagnement, et c'est pourquoi je dis que globalement nous pouvons avoir une appréciation positive. Même s'il y a une vague de licenciements quand même. Voilà, mais c'est vrai, il y a une vague de licenciements et d'ailleurs vous l'avez si bien dit tout à l'heure, je pense que c'est heureux aussi de l'entendre. Si le ministre du Travail dit qu'il va trouver des solutions par rapport à tous ces problèmes, je pense que c'est quand même c'est salutaire. Donc je pense que le gouvernement est dans une dynamique, n'est-ce pas, de trouver des solutions à tous ces problèmes. Et là, donc, c'est pour quand même accompagner les syndicalistes, c'est pour avoir une stabilité sociale, pour pouvoir booster notre économie et travailler en paix, en quiétude aussi. Et quel est le point, pour parler carrément, entrer dans le vif du sujet concernant l'éducation, quel est pour vous, en cette fin d'année, quel point faites-vous de l'année scolaire qui est presque finissante? Bon, disons, il faut remercier d'abord, il faut quand même remercier le bon Dieu, parce que nous avons une année scolaire quasiment stable, n'est-ce pas, depuis 2000 jusqu'à maintenant, nous n'avons pas noté des mouvements de grève et tout cela. Donc c'est quand même vraiment, je dis toujours que c'est par rapport à la compréhension des syndicalistes, parce que s'ils étaient réfractaires et tenus coûte que coûte à ce que leur plateforme soit réglée à 100%, aujourd'hui on ne serait pas à ce niveau. Tout à fait. Donc je pense que c'est, tout à l'heure je l'ai dit, c'est le patriotisme, de compréhension à la situation qu'on a eu, n'est-ce pas, cette stabilité au niveau de l'éducation. Donc ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que nous avons, on peut dire que nous avons quand même quelque chose de positif, n'est-ce pas, quelque chose de positif dans la mesure où on n'a pas de perturbation. Et aujourd'hui aussi, par rapport à l'enseignement, nous avons aussi, par rapport au ministère de l'Éducation, il y a des avancées. Par exemple, par rapport aux revendications qui étaient en attente depuis Mathusalem, il y a beaucoup d'actes qui ont été signés, il y a beaucoup d'espoir
par rapport aussi même à la situation des décisionnaires, n'est-ce pas? Vraiment, tout cela nous montre que aujourd'hui, on est vraiment en très bonne position pour pouvoir négocier avec ces syndicalistes. Et je pense que le gouvernement, par rapport à tout cela, il a pris en compte tout cela pour pouvoir, n'est-ce pas, lancer ce pacte national. Sachant que ces gens ont compris, ils sont prêts à accompagner selon les modalités qui sont bien définies. Oui, le déficit d'enseignants reste quand même une réalité. On va en parler notamment avec le programme qui a été lancé, le programme de recrutement, mais sur l'année finissante, quel bilan faites-vous? Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qu'il faut faire pour terminer l'année dans un climat apaisé selon vous? Écoutez, nous vivons une année scolaire relativement stable. Oui. Il faut tout de suite préciser que cela nous le devons au patriotisme des enseignants. Absolument. Parce qu'encore une fois de plus, il est un passif qui est là, relativement auquel nous attendions des gages que nous n'avons pas encore à ce jour. Ah oui. Ah oui. Il s'y ajoute qu'il y a également des préavis que nous avons déposés. Comme quoi, par exemple, les gages dont vous parlez? Vous savez, sur la question des décisionnaires, par exemple, il en a parlé tantôt. Il est vrai qu'on a tenu une commission technique qui nous a permis de nous accorder pour la signature de 2 décrets. Mais à ce jour, ces décrets ne sont pas signés. Alors que nous attendions qu'à l'occasion de cette fête du 1er mai, qu'une annonce forte nous soit donnée. Donc sur cette question-là, il y a un immobilisme qu'il faudrait effectivement dépasser. Voilà, ça c'est une première question. Mais la deuxième question, c'est la question de la formation. Nous sommes déjà au mois de mai, c'est bientôt la fin de l'année. Et ceux-là qui doivent aller en formation, leur liste n'est pas encore publiée. Ça également, c'est un problème. Il est vrai que on nous a informé de travaux qui ont été faits, de discussions avec la FASTEF, avec les écoles qui forment, le SNEPS de Thiès, ainsi de suite, etc. On nous dit qu'il y a des offres techniques, des offres financières qui ont été faites, etc. Mais j'ai dit, nous concrètement, ce que nous attendons, c'est que les lignes bougent. Et jusqu'au c'est des promesses, mais des promesses qui restent en tout cas à être, tenues. Mais malgré il y a également la question des parcelles non viabilisées. Vous savez, nous sommes signataires d'un protocole d'accord depuis 2011 sur cette question-là précise. Depuis 2011 à aujourd'hui, ça fait 14 ans. Tout à fait. Et entre-temps, combien de catégories socio-professionnelles se sont vues attribuer, je dirais peut-être à la vitesse de l'éclair, des parcelles, et ainsi de suite, etc. Et c'est ça qui fait désordre. On est à l'ère, nous dit-on, du Jubel Jubanti. Sous ce rapport, il faudrait que tout le monde soit logé à la même enseigne. Et que la diligence... Jubel Jubanti, ils n'étaient pas là en 2011. Oui, mais j'ai dit aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à l'ère du Jubel Jubanti. Ce que nous attendons des nouvelles autorités, mais c'est que tous les citoyens soient logés à la même enseigne et que sous ce rapport, il n'y ait pas 2 poids, 2 mesures, dans le traitement des différentes questions. Malgré ces promesses non tenues, ce nouveau pacte a été élaboré tout de même. En quoi vous avez été convaincu? Mais écoutez, encore une fois de plus, vous savez, le pacte est signé entre les centrales syndicales et l'État du Sénégal. Vous prenez un syndicat, ça ne vous engage pas, vous? Vous prenez un syndicat comme le mien, je ne suis dans aucune centrale. Donc ça ne vous engage pas? Nous considérons que nous avions déjà un pacte avec l'État du Sénégal. Et ce pacte, ce sont les protocoles de 2018 et de 2022, pour lesquels il y a un passif à apurer. Nous nous sommes dit, à quoi sert-il de signer si déjà ce qui a été signé n'a pas encore été respecté, été honoré. Donc sous ce rapport, notre position à nous, c'est quoi? C'est que il suffit juste que les nouvelles autorités soient à l'écoute des travailleurs et donnent des gages relativement à ces questions dont j'ai parlé. Si tant est que le souci, c'est de stabiliser le système. S'ils le font, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Doudou Dieng, donc ce nouveau pacte, ce n'est pas forcément l'agitation d'un drapeau blanc.
Bon, je dirais oui. Je dirais oui, dans la mesure où c'est vrai qu'on ne peut pas avoir l'unanimité. N'est-ce pas? On ne peut pas avoir l'unanimité, mais au moins il y a une majorité écrasante, n'est-ce pas, qui adhère à ce nouveau pacte. Et je pense même que même si ils ne sont pas dans une centrale syndicale, mais quand même, ils ont participé aux travaux, n'est-ce pas? Ils savent qu'il y a la volonté, n'est-ce pas? Aussi, il y a l'intention qui est là, qui est noble pour pouvoir accompagner les syndicats. Et là aussi, il faudra aussi montrer, relever, parce que le passif là, il a si bien dit, c'est depuis 2011. Depuis 2011. Depuis 2011, c'est pourquoi l'État, quand il est venu, il va falloir faire un diagnostic. Le nouvel exécutif. Faire un diagnostic. L'État des lieux pour savoir quelles sont les revendications, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Et c'est pourquoi, même lors de ce pacte, les gens ont eu à faire, n'est-ce pas, ce diagnostic. Voir quel a été le passif, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Et par rapport à cela, les nouvelles autorités sont engagées quand même pour aller dans ce sens. C'est pourquoi même à l'intérieur, dans le résumé du pacte, là, toutes ces questions ont été prises en compte. Donc je pense que ce qui est à noter, c'est normalement c'est la volonté. Est-ce que les autres ont affiché une certaine volonté, n'est-ce pas, d'aller dans le sens. Et pour vous, cette volonté est manifeste? Non, et je pense que tout le monde sait qu'aujourd'hui, cette volonté des autorités est manifeste. Vous êtes d'accord avec ça, donc vous savez, la volonté, elle est exprimée. Mais encore une fois, nous, ce que nous attendons, je l'ai dit tantôt, c'est des actes. C'est des actes. Vous savez. Mais le contexte économique. Non, vous savez, je vais m'expliquer et vous allez comprendre. Vous savez, ces nouvelles autorités, quand elles ont battu campagne, nous ont par exemple parlé de l'adressage du système de rémunération. Or, il s'agit là d'une question que nous portons depuis 2007. Et ce n'est qu'en 2022 qu'on a eu un certain nombre d'avancées sur cette question, lesquelles n'ont pas cependant permis de régler la question de l'iniquité dans le système de rémunération. Et c'est pourquoi elle-même s'était engagée à régler donc cela. Et cette question reste entière encore. Elle demeure une attente forte aujourd'hui au niveau des enseignants. Parce qu'en 2022, quand des actes ont été posés allant dans le sens de faire croire qu'on corrigeait les iniquités, juste après, on a procédé à des augmentations généralisées qui ont fait que nous sommes revenus à la case départ. Donc sous ce rapport, sur cette question-là, il faudrait, au-delà de la volonté affichée, je dis, que des actes concrets soient posés, eh bien, pour rassurer. Qu'est-ce qui empêche de poser ces actes, Doudou Dieng? Rien, il n'y a rien qui empêche de poser, je l'ai dit tantôt. C'est-à-dire qu'il fallait faire un diagnostic, nous l'avons fait. Et nous sommes dans cette dynamique. Oui, mais ça fait longtemps quand même que vous faisiez des diagnostics. Mais ce diagnostic a été fait, mais on vient tout juste de signer le pacte de stabilité. Et c'est dans ce pacte, il y a tout. Tout est pris. Qui n'engage pas forcément tout le monde aussi. Mais même s'il n'engage pas, mais quand on prend le volet éducation, on voit dans ce volet-là toutes les préoccupations des enseignants. On voit ça dans ce document, surtout dans le volet éducation. Donc, comme il vient de le dire, il y a plusieurs volets, la santé et autres. Mais quand même, je pense que si aujourd'hui, à partir de maintenant, le Premier ministre va organiser des séances de travail pour la mise en œuvre, n'est-ce pas, des engagements de l'État. Je pense que c'est en ce moment. Le président lui-même s'est engagé. Le président lui-même aussi s'est engagé. Il a demandé aussi, il a donné des instructions au Premier ministre. Et je pense qu'au niveau sectoriel, les gens vont faire ce travail pour qu'on puisse aller dans ce sens. Parce que si on ne faisait pas ce travail-là, on n'allait pas vraiment faire du sérieux. Et je pense que l'État, c'est quelque chose quand même de très sérieux que les gens ne doivent pas tâtonner. Et aujourd'hui aussi, je l'ai dit tantôt, il l'a si bien dit, c'est-à-dire nous louons le patriotisme. Parce que c'est grâce à ce patriotisme, grâce à la compréhension de la situation économique de ce pays, n'est-ce pas, qu'ils ont pu, n'est-ce pas, faire certaines choses pour accompagner l'État. Et là, l'État est conscient. Les autorités sont conscientes de cette situation. Et je sais que aussi, en âme et conscience que ces gens ne vont jamais dire à quelqu'un on va te donner la lune s'il ne peut pas l'amener. Donc c'est pourquoi il faudra faire confiance, parce que dans toute chose, quand il y a des entités qui se regroupent, qui se parlent, la première chose c'est d'instaurer la confiance d'abord. Oui, bien sûr. Après aussi apporter des solutions. Le diagnostic a été fait. C'est ce que j'ai dit. Ça, à partir de ce maintenant, on verra les actes qui seront posés par les nouvelles autorités. Est-ce que ces actes-là vont dans le sens, n'est-ce pas,
d'une d'une résolution de ces problèmes ou pas. Et là, on pourra maintenant apprécier positivement ou négativement par rapport à cela. Ndongo Sarr, vous avez évoqué pas mal de difficultés, mais sur la question du déficit d'enseignants, est-ce que c'est vraiment la difficulté majeure dans ce secteur? À l'évidence, c'est une difficulté majeure. Oui. C'est une difficulté majeure. Principale. Mais absolument. Qui nous vaut beaucoup de difficultés dans le système. Oui. Aujourd'hui, les enseignants croulent sous le poids de la surcharge horaire. Absolument. Et des effectifs. Ah oui, parce que pour pourvoir toutes les classes en enseignants, on est obligé de procéder d'abord à des réductions horaires dont va souffrir forcément la prise en charge donc du programme qui est démentiel. Tout à fait. Mais également, les élèves en pâtissent. Puisque là où, par exemple, dans une discipline, ces élèves devraient faire, par exemple, 6 heures de cours, on est obligé de raccourcir. Oui, de raccourcir, de leur faire 4 heures. Et dans certaines zones même où le déficit est beaucoup plus prégnant, mais il arrive quelquefois que pour une discipline dont le crédit horaire c'est 6 heures hebdomadaires, les élèves se retrouvent avec 2 heures. 2 heures seulement. Ah oui, avec 2 heures. Donc, cette question du déficit d'enseignants, du déficit d'infrastructures qui nous vaut ces effectifs pléthoriques que vous avez donc dans les écoles, mais vous avez également un déficit de table-banc, vous avez la question des abris provisoires. C'est autant de chantiers sur lesquels il faudrait que nous avancions donc très rapidement. Il y a également, et je ne voudrais pas l'oublier, la question de la retraite. Oui. Cette question-là, il faudrait... On va en parler, mais d'abord sur le déficit d'enseignants, c'est la principale préoccupation, c'est la préoccupation majeure de Doudou Diagne. Voilà, parce que dès en début d'année, au mois d'octobre, lorsqu'on a fait le conseil interministériel, on a relevé qu'il y avait 4527, n'est-ce pas, enseignants de déficit. Oui. Donc là aussi, il faut se dire, c'est vrai, il y a un déficit, mais aussi il y a une mauvaise répartition, n'est-ce pas, de la ressource humaine. Ah oui? Oui. Parce que parfois, vous voyez dans certaines zones où on peut avoir, par exemple, des enseignants qui devraient avoir 24 heures où ils ont, par exemple, 14 heures. Parfois. Et les autres, on ne sait pas. Et c'est dû à quoi? Les collègues ne veulent pas partir dans certaines, parfois, zones? C'est ça, on affecte et ensuite on réaffecte ces enseignants. Donc je pense que là aussi il y a une responsabilité de l'État. N'est-ce pas? Et des enseignants aussi. Voilà, mais ils savent qui ne veulent pas aller dans certaines parties du pays. Voilà, mais vous savez, ça vous fait sourire parce que c'est un vrai sujet. Non, c'est un vrai sujet. Aucun enseignant ne se donne des ordres de service. Ne s'affecte. Donc sous ce rapport, on ne peut pas leur imputer la responsabilité de l'État. Donc ça c'est d'un. Mais l'autre aspect sur lequel je pense que M. Dieng fait également une erreur, c'est pas parce qu'un enseignant a 14 heures, effectivement, qu'il est sous-employé. C'est très souvent parce que, du fait des réductions horaires, cet enseignant, il a un nombre de classes qui peut doubler le nombre de classes qu'il aurait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, parce que nous sommes des enseignants, nous savons ce qui se passe dans les écoles, n'est-ce pas? Ce que nous parlons, c'est de la réalité, ce que les gens vivent parfois, et avec la complicité même parfois de certains chefs d'établissement. Là, il faut le dire, parce que aussi, quand on est là, on doit dire la vérité en face. Donc je pense que chacun, en ce qui le concerne, doit pouvoir prendre ses responsabilités et jouer franc jeu avec les gens. Donc aujourd'hui, il y a des enseignants qui sont sous-employés, sous-exploités. C'est-à-dire, ils devaient avoir 24 heures, ils ont 14 heures, etc. Parce que c'est un pléthore qui se trouve au niveau de certaines écoles. Par rapport aussi à certaines disciplines. Et ça se trouve où? Certaines écoles à Dakar? Certaines écoles à Dakar. Ok, d'accord. Certaines écoles à Dakar. Donc, si on faisait une bonne répartition, ça allait, par exemple, là où on pouvait avoir, par exemple, 2 ou 3, on pouvait, par exemple, enlever un ancien affecté ailleurs. Pour pouvoir donner à chacun, aux 2 qui restent, n'est-ce pas, comment dirais-je, un emploi de temps qui serait au moins... Et ça permet de lutter contre les déserts de l'éducation. Écoutez, vous voyez, voilà bientôt quelques années, que chaque début d'année, ou en tout cas au cours de l'année, on procède à un audit du personnel. Et ici même, à Dakar, et partout d'ailleurs. Donc si effectivement ce déficit, comment dirais-je encore, ces enseignants-là étaient sous-employés, mais sans doute que l'autorité en aurait tiré
toutes les conséquences. Parce que si elle ne le faisait pas, le sachant, ce serait extrêmement grave. Ce serait extrêmement grave. Ce serait extrêmement grave. Oui. Et ce serait quelque part de la complicité de sa part. Oui. Et je ne pense pas qu'il en soit ainsi. Il est vrai qu'il y ait des disciplines, mais ça c'est des disciplines particulières pour lesquelles, mais ces collègues-là, ils ne peuvent pas. Aujourd'hui, vous prenez par exemple... Ils ne peuvent pas ou ils ne veulent pas? Ils ne peuvent pas. Il est même des disciplines dans lesquelles vous trouvez des collègues dans des établissements qui sont reconvertis à des tâches administratives. Ah oui, parce que ces disciplines-là ne sont pas étudiées. Vous parlez de beaucoup d'élèves. Vous parlez de quelle discipline? Il s'agit par exemple de langue. Aujourd'hui, par exemple, nous avons des collègues professeurs donc de russe ou professeurs donc d'autres disciplines qui effectivement se retrouvent avec des... Mais c'est pas parce qu'ils ne veulent pas prendre en charge, mais c'est parce qu'il n'y a pas assez d'élèves à prendre en charge au niveau des établissements. Au point que très souvent, on les reconvertisse donc à des tâches administratives. Et cette situation incombe naturellement à l'éducation nationale. Mais bien sûr, je disais tantôt, c'est vrai, bon, je comprends la position de SG. Je comprends, parce que il faut qu'il protège quand même. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne protège pas. Non, mais ça fait du corporatisme. Non, du tout. Mais parce que nous sommes tous dans le même corps. Mais du tout. Je disais, c'est-à-dire, ce que je veux dire, moi, il faut que les gens que l'on affecte dans ces établissements, il a tout à l'heure dit qu'au niveau, il y a on fait chaque année de l'audit du personnel, mais parfois, les informations données, ce sont des informations qui sont fausses. Ah bon? Mais bien sûr. Et là... Mais qui donne ces fausses informations? C'est parce que, je donne un exemple, quand on demande à un chef d'établissement de donner la situation de son personnel, parfois il te donne les emplois, il surcharge les emplois du temps. Et c'est fait à dessein? Mais c'est pour parfois protéger ceux qui sont, pour qu'on ne puisse pas, n'est-ce pas, le soutirer d'enseignants. Très rapidement, la question de la retraite, on va en parler parce que c'est promis, mais un mot sur la publication de la liste définitive des candidats sélectionnés pour le recrutement spécial de 2000 enseignants, 1726 pour le préscolaire et 174 pour le moyen et le secondaire. C'est une bonne nouvelle. C'est une exigence que nous avons formulée et depuis. Je crois que quand on organise en fait une sélection de cette nature et que justement dès le départ on affirme vouloir jouer la transparence, il faut que cette transparence-là soit de mise jusqu'au bout. Et ça n'a pas été le cas? Mais au moment où nous parlons, les OS qui permettront de savoir exactement qui a été recruté, avec quel profil et dans quelle académie, ces OS-là ne sont pas encore disponibles. Quand bien même on nous les a promis. On nous a dit que ces OS étaient en signature. Mais nous pensons qu'il faudrait qu'on diligente tout cela et qu'on publie la liste donc de ceux-là qui ont été... Mais quelle est votre crainte par rapport à cette... Non, je n'ai pas de crainte. Mais vous voulez tout simplement la transparence. Mais nous voulons la transparence. Maintenant, j'ai dit, nous nous sommes réunis avec le ministre de l'Éducation nationale autour de cette question. Et c'est lors de cette rencontre que nous avons formulé l'exigence de la publication de la liste, et des critères qui ont présidé à la sélection donc de ces enseignants. Sur la retraite. Mais nous avons également dit qu'il fallait que nous tirions de ce processus un enseignement. Et cet enseignement, c'est qu'il faudrait bannir définitivement les recrutements spéciaux. Il faudrait que désormais qu'il n'y ait plus de recrutement spécial. Qu'on ne recrute que par concours. Que par concours. Juste un mot sur les retraites et on va terminer avec vous sur ce recrutement spécial. Mais écoutez, c'est le président de la République qui, si je ne me trompe, lors d'un conseil des ministres, c'est le 17 janvier, je peux me tromper sur la date, en tout cas c'est lors d'un conseil des ministres, qui lui-même a instruit le ministre du Travail d'engager des concertations inclusives avec tous les acteurs pour régler cette épineuse question de la retraite décente. Tout à fait. Et depuis, effectivement, il y a 2 rencontres qui ont été organisées, mais nous en étions encore à l'étape de la définition des termes de référence. Cela veut dire que nous sommes tout au début du processus. Alors que, pendant ce temps, mais des Sénégalais, des enseignants, et au premier rang desquels nos camarades donc décisionnaires, après avoir servi leur pays qui, pendant 25 ans, 30 ans, ainsi de suite, etc., mais se retrouvent avec
des pensions misère. Et dans tous les secteurs, c'est exactement la même chose. Donc il y a urgence à ce que cette question-là soit adressée le plus rapidement possible. Merci beaucoup Ndongo Sarr. Doudou Dieng, on termine avec vous. D'abord sur le recrutement spécial. Votre camarade demande plus de transparence et sur la retraite également. Qu'avez-vous à dire? Voilà. Par rapport au recrutement, je pense que c'est une occasion quand même d'apporter quelques précisions. Parce que nous entendons beaucoup de choses par rapport à ce recrutement. Il faut dire que, je l'ai dit tantôt, il y a 4527, n'est-ce pas, enseignants déficitaires. Donc aujourd'hui, sur la demande, n'est-ce pas, du ministère de l'Éducation, les autorités ont accepté de recruter 2000. Parce que, qu'est-ce qui est dû à ça? Parce qu'en 2003, il n'y avait pas de recrutement. Oui. Donc ça a quand même porté préjudice, n'est-ce pas, à l'école. On a sélectionné les 2000. Ça a creusé le déficit. Ça a creusé le déficit. Ouais. Donc, mais s'il y avait peut-être recrutement, on n'allait pas être dans cette situation. Et si vous voyez qu'au niveau de l'élémentaire, on a beaucoup plus recruté qu'au niveau de l'enseignement moyen secondaire, c'est parce que à un moment donné, vu l'urgence au niveau du moyen secondaire, on a puisé au niveau de l'élémentaire des enseignants qui avaient le niveau licence, le niveau maîtrise pour les reclasser au niveau du moyen secondaire. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, à partir de ce recrutement, les gens ont beaucoup plus, n'est-ce pas, affecté des enseignants au niveau de l'élémentaire pour compenser un peu. Mais là aussi, il faut se dire que le gouvernement ne voulait pas faire de recrutement spécial. Et ça sera pour la dernière fois. Très bien. Et les critères aussi. Sur la transparence. Mais c'est très clair parce que ce que je disais, c'est-à-dire, ils ont, au début, il y avait les syndicats, ils étaient là-bas, les plus représentatifs. Ils ont parlé avec eux pour leur montrer que nous allons faire un recrutement spécial. Et pour vous dire, depuis le début, toutes les actions, tout ce qui a été fait a été contrôlé au niveau de la primature. Très bien. Au niveau de la primature. Donc il n'y a rien de nébuleux qui se trouve. Tout est clair, à notre niveau, comme l'eau de roche. Et je pense qu'actuellement, les enseignants qui sont affectés commencent à recevoir, n'est-ce pas, leurs ordres de mission. On attend la publication pour voir. À travers des SMS, des OS, parce que aussi on est dans l'urgence. Très bien. C'est vrai que on ne peut pas, aussi on est dans l'ère numérique. C'est-à-dire, c'est vrai, il faut publier. Oui, mais si on est dans l'ère numérique, il faut publier justement. Non, c'est pourquoi. Il faut utiliser le numérique. On a utilisé le numérique, mais c'est pourquoi, parce qu'avec, il faut un travail sérieux. Ce n'est pas question de nébulosité. Non, c'est parce qu'on veut faire quelque chose de très clair, c'est pourquoi ça prend tout ce temps. Sur la retraite maintenant. Bon, sur la retraite par rapport à... C'est vrai que c'est une demande. Il y a certains décisionnaires qui demandent à ce qu'on puisse accorder, n'est-ce pas, 5 ans de plus pour pouvoir compenser leur pension de retraite. Là, c'est à l'appréciation de l'État. Nous allons voir. Et tout cela va peut-être être discuté avec le ministère sectoriel et pouvoir le coût, tout cela, donc pour pouvoir se prononcer. Et lors du dialogue national, puisque le président de la République l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas que les questions politiques occultent les autres sujets. Absolument, absolument. Merci beaucoup. Il invite tout le monde à venir participer à ce dialogue. Ce que je voudrais relever, c'est tout ça. Vous voulez avoir le dernier mot? Enfin, je veux revenir en fait sur quelque Très chose rapidement, que M. Dien a dit relativement au chef d'établissement. Vous savez, moi qui parcours le pays et qui rencontre ces chefs d'établissement, je puis vous assurer que nombre d'entre eux font quasiment dans la prestidigitation pour faire fonctionner les établissements. Carrément. Mais absolument. Parce qu'encore une fois, ils se retrouvent avec toutes sortes de déficits et sont bien obligés, malgré tout, de faire fonctionner donc les établissements. En tout cas, donc je ne pense pas en fait qu'il y ait chez eux cette volonté-là de dissimuler en donc, je suis d'avis avec il y a certaines de manière disparate que les choses se passent. Donc certaines zones, il y a des gens qui ont une effectif vraiment réduit, mais dans d'autres quand même, il faut c'est un peu plus compliqué. Merci beaucoup Doudou Dieng, coordinateur du mouvement des enseignants patriotes, et merci à vous Ndongo Sarr, secrétaire général du CUSAMS. Merci à vous chers téléspectateurs, restez sur TFM, vous êtes au bon endroit, bonne soirée.